la vie. Et si la solution du mystère passait par l'humour de Jacques Bergier? Les ovnis, disait-il, ne sont rien d'autre que des hallucinations collectives provoquées par des extraterrestres. En fait, cette boutade est encore plus sérieuse qu'il n'y paraît. Il est fort possible, en effet, que nos visiteurs nous leurrent en testant tout simplement notre ignorance grâce à des images virtuelles. Jacques Bergier pensait à un univers multiple, un multivers, où réalité et imagination sont interdépendantes. Au fond, il y aurait deux mondes. Un premier cercle-univers, composé par l'incessant dilatement cosmique, la ronde éternelle des galaxies et de la vie, puis un autre cercle qui engloberait le premier, celui des mythes, du merveilleux et du rêve, ouvert de temps à autre à notre réflexion et dont les ovnis seraient les messagers. La littérature et notamment le mouvement surréaliste intégrèrent les ovnis à leur imaginaire. Salvador Dali et Jean Cocteau s'enthousiasmèrent lors des grandes vagues sucoupistes des années 50 et 60. Howard Phillips Lovecraft, ce grand génie venu d'ailleurs selon Bergier, imagina dans ses nouvelles la présence sur Terre de dieux effroyables et archaïques. On avait envie à la Maison d'Ailleurs en fait, de rendre un hommage un peu particulier à Howard Phillips Lovecraft pour les 70 ans de sa mort. En fait. Célébrer sa mort, c'est peut-être plus important encore de célébrer sa naissance à Lovecraft. Et plutôt que faire une exposition uniquement sur Lovecraft lui-même et sur sa vie, sur ses écrits, ce qui était un peu difficile aussi, l'idée c'était plutôt de faire une exposition Lovecraftienne, à savoir qui rend hommage, comme il aurait voulu peut-être, à savoir qui utilise les idées qu'il avait pu avoir et qu'il distribuait généreusement en fait, à ses amis et à ses connaissances, et les distribuer nous plus loin à des illustrateurs et des écrivains. Donc on a pris ce document qui s'appelle le Livre de Raison, qui est un livre de notes, il y a 220 notes à peu près qu'il a écrites entre 1919 et 1934 et qui décrivent des idées en fait, devant être développées par la suite dans de la fiction courte ou longue. Donc on a donné ces courtes notes et les gens ont pu faire ce qu'ils ont voulu avec ça. Donc il y a une centaine d'illustrateurs, près de 500 images, il y a de la musique, des textes, des films, et tout ça dans une atmosphère un peu Lovecraftienne, étrange comme ça. Parfois un peu ironique, parfois un peu décalé, mais parfois assez sombre aussi. Alors, le mythe, la cosmogonie, on va dire, Lovecraftienne, est très importante évidemment pour la Maison d'Ailleurs, puisque contrairement à ce qu'on imagine parfois, Lovecraft c'est pas un écrivain de fantastique véritablement, c'est vraiment un écrivain de science-fiction qui est passionné par les théories de l'évolution, par la théorie de la relativité d'Einstein, qui est un fan d'astronomie, c'est un astronome amateur, si on veut, qui a passé des longues heures à observer le ciel, et qui imagine que le monde autour de nous n'est pas du tout connu, c'est un monde très étrange, et quand on va commencer à le connaître, eh bien on va être horrifié. Et c'est ça, c'est véritablement l'idée que la science va nous révéler des choses non pas forcément positives. C'est un anti-Jules Verne, en tout cas dans l'image qu'on s'en en fait. C'est pas le chantre du progrès, c'est plutôt la crainte du progrès. Lovecraft, c'est plutôt traditionnaliste quelque part dans ses vues politiques également. Et nous, on avait envie de montrer quelque chose qui était plutôt lié justement à la science-fiction pure et dure, en disant voilà ce qu'on peut montrer autour de nous, ce qu'on peut avoir autour de nous, juste au coin de l'œil, sans qu'on puisse vraiment s'en apercevoir. C'est ça l'esprit Lovecraftien, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions juste hors de notre portée, mais si on connaissait en fait les moyens d'y accéder, eh bien on verrait des choses tout à fait affreuses, qui sont plutôt de l'ordre de l'extraterrestre ou de la créature d'autres dimensions que de dieux anciens. À la Maison d'Ailleurs, évidemment, un rayon ufologique, on est lié un peu par la bande à l'ufologie d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que moi, je vois la science-fiction comme un outil d'exploration du réel, c'est un genre rationnel, hein, et que dans l'ufologie, on est plutôt dans
on va dire dans l'irrationnel, mais que dans la croyance, hein, que ce soit sans aspect péjoratif du tout. On peut dans cette situation où soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et ben moi j'y crois dans les livres. Je pense que les soucoupes volantes existent dans les films et dans les livres. Et c'est là où moi elles m'intéressent. Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent dans les films ou dans la documentation que nous on peut avoir, quoi. Maintenant, si elles apparaissent ou non dans la réalité, c'est peut-être un autre domaine qui nous concerne moins, mais qui nous intéresse aussi, puisqu'évidemment il y a des connexions tout à fait fréquentes entre ces deux éléments. Il faut savoir déjà que les films d'extraterrestres sont essentiellement hollywoodiens. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, il y a bien des films russes, hein, comme Aelita par exemple, mais c'est vrai que c'est un cinéma qui est essentiellement hollywoodien. Et ce qu'on s'aperçoit, alors c'est aussi la thèse d'un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Valentin, qui a travaillé sur Hollywood, le pouvoir et le Pentagone, hein, et qui montre bien que en fait, ces films-là sont instrumentalisés. Ce sont un petit peu ce qu'on appelle, ce que Valentin en tout cas appelle, des films de sécurité nationale. Alors, il parle peu des films d'extraterrestres, des films d'OVNI dans son étude, mais c'est un petit peu le même processus. En fait, derrière, on retrouve un petit peu le macartisme, la peur de l'ennemi soviétique en l'occurrence, ennemi de l'intérieur, puisque très souvent, on le voit, c'est le cas dans Invaders from Mars, c'est le cas dans beaucoup d'autres, ça va être vraiment le schéma de beaucoup d'autres films jusqu'au très récent avec Nicole Kidman, Invasion, qui reprend le même thème. C'est l'ennemi ressemble à l'humain, il est caché parmi nous, donc c'est d'autant plus inquiétant et c'est d'autant plus difficile de le voir. Hein, c'est un ennemi qui est finalement très proche de l'humain. Oui, elle s'est adoucie avec notamment des films comme Rencontre du troisième type. En fait, ça commence un petit peu avec les années 70 et là on est plus dans le discrédit de la politique américaine, de la chose politique aux États-Unis. Hein, ça suit le Vietnam, le Watergate, différentes affaires comme ça, qui ont tendance à faire que l'extraterrestre devient plus, en tout cas, digne de confiance que les politiques eux-mêmes. Alors on retrouve ça dans Le jour où la Terre s'arrêta, déjà dès les années 50, hein, où l'extraterrestre qui vient nous voir pour des raisons plus ou moins pacifiques, écologiques. Hein, c'est les discours qu'on retrouvait dans la bouche des contactés. Et qu'on retrouve, le cinéma finalement s'en fait l'écho. Avec les années 70, effectivement, même si on retrouvera dans les années 80-90 des grosses artilleries hollywoodiennes avec le thème de l'invasion, mais en tout cas, on a pour la première fois ce renversement de tendance où les extraterrestres sont soit à l'égal de Dieu, comme dans 2001 ou peut-être même dans Solaris par exemple, des sauveurs, des frères cosmiques dotés d'une grande sagesse, ou en tout cas des gens qui vont nous aider, ou qui nous ont peut-être déjà aidés au fil de notre évolution. C'est autant de thématiques qu'on retrouve dans beaucoup de films. Ce qui ressort en tout cas du phénomène OVNI, ça je pense que la plupart des gens qui ont étudié cette question-là sont à peu près d'accord aujourd'hui pour en arriver à cette conclusion. Il existe un résidu de cas, un reliquat assez court finalement, hein, peut-être entre 1 et 5%, peut-être même moins que ça, qui renvoie à quelque chose de profondément exotique. Après ça, on rentre un petit peu dans des querelles byzantines, dans des débats d'experts. Alors, est-ce que c'est finalement des objets, est-ce que ce sont des objets faits de nuts and bolts, comme disaient les Américains, c'est-à-dire tôle et boulons, est-ce que ce sont des objets purement matériels, des objets faits d'ingénierie, hein, des engins? Est-ce que ce sont des animaux? Est-ce que ce sont des hologrammes? Est-ce que ce sont des sondes assez frustres? Est-ce que ce sont des corps éthérés, comme certains le disent? Là, honnêtement, on n'a pas vraiment de réponse. Et en tout cas, les réponses que pourrait nous apporter la technologie, donc par exemple les éco-radars ou les choses comme ça, sont assez frustres. On a des cas où les observations laissent des éco-radars, on a des cas où ils n'en laissent pas, alors qu'ils sont vus, observés par des témoins fiables. C'est très très difficile de tirer des conclusions. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que des gens comme Jean-Pierre Petit, par exemple, ont pu démontrer que des problèmes technologiques, comme par exemple le bang supersonique, hein, pouvaient être réglés. Donc la théorie de l'hypothèse extraterrestre dite au premier degré, c'est-à-dire des engins qui viendraient de l'extérieur, reste toujours valide.
Et Walter Haut, c'est un des témoins fondamentaux de l'époque. Donc c'est vrai que ce qu'il dit est particulièrement important. Lui, il va être très lié aussi à la divulgation de l'affaire dès ses origines, hein, au cover-up. Donc lui, ce dont il témoigne finalement, c'est d'une dissimulation. Hein. C'est ça qui est le plus important dans ce témoignage. C'est quand même quelqu'un qui a fait une belle carrière militaire. Il y a des chercheurs américains qui sont allés fouiller, qui sont allés retrouver notamment les proches de Walter Haut. Walter Haut lui-même d'ailleurs a confirmé ses dires jusqu'au bout. Donc c'est quand même assez délicat lorsqu'on a d'assez hauts gradés, parce que je crois que Walter Haut termine comme général, donc assez haut placé dans la hiérarchie militaire. C'est toujours particulier lorsque quelqu'un d'aussi haut placé avance ce type de propos. Alors c'est une preuve de rien comme toujours dans le phénomène OVNI. On ne peut jamais rien prouver quoi que ce soit. C'est bien ce qui est gênant d'ailleurs. Et ce qui est fascinant en même temps. Claude Bernard disait que lorsque l'on rencontre un fait qui ne s'accorde à aucune théorie, il faut abandonner la théorie et se rapprocher du fait. En cas d'observation, la gendarmerie va se déplacer et au vu des dires du témoin, nous allons essayer de mentionner l'heure, le lieu exact de la constatation des faits, la forme et les caractéristiques essentielles des objets aperçus, la couleur, la brillance, les conditions d'évolution du phénomène. Ensuite, si c'est toujours visible, à partir de ce moment-là, le gendarme va prendre des clichés photographiques à l'aide d'un appareil de diffraction optique dont les unités sont dotées. Il va le signaler dans son procès-verbal. Et cette pellicule va rester dans l'appareil photo, il sera remis au CEPRA. Est-il vrai que dans le memento du gendarme, vous avez un document qui représente une soucoupe volante ? Oui, c'est un peu le côté humoristique du memento du gendarme, qui est une aide pour des gendarmes quand ils sortent d'école ou autre, et qui vont avoir avec eux pendant tout le long de leur carrière. Donc ça leur permet, devant des situations nouvelles, de pouvoir aller feuilleter ce document. Et puis c'est un petit dessin humoristique pour pouvoir dire, éventuellement, si vous êtes confronté à ce type de phénomène ou d'une personne se présente, il a cette petite rubrique pour pouvoir le orienter et le guider dans ses constatations et sa manière de faire. Le ciel était lisse comme la pierre d'un lavoir. La limpidité du ciel de Provence a inspiré cette phrase sublime à Jean Giono. Les nuits étoilées de Saint-Michel rendirent propice la création de l'Observatoire de Haute-Provence. On est loin de la cosmologie, c'est le paradoxe de Fermi. C'est une remarque qu'il y avait lorsqu'on regarde la vitesse à laquelle nous-mêmes nous déplaçons vers une planète avec une fusée, tout bêtement. Et on peut aller comme ça de planète en planète, voire de planète vers des étoiles. Et on s'aperçoit qu'il faut, je ne sais plus si c'est quelques centaines de milliers d'années, ou peut-être quelques millions d'années pour coloniser toute la galaxie. Mais finalement, cela va très vite par rapport aux milliards d'années qu'il faut pour fabriquer une planète et pour fabriquer l'homme. Donc ce que disait Fermi, c'est que si une civilisation est sortie de son étoile haute, comme nous, et a commencé à s'étendre dans toute la galaxie, dans ce cas-là, il devrait être chez nous. Donc c'est sa grande phrase, sa grande interrogation, c'était « mais où sont-ils » C'est-à-dire que par exemple, vous devez être un extraterrestre. Alors, l'équation de Drake, c'est une équation de probabilité. Drake s'était penché sur la probabilité pour qu'il y ait une autre civilisation comparable à la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a un terme pour dans quelles conditions apparaît la vie. Il faut qu'il y ait une atmosphère qui soit propice à la vie, donc ça donne déjà une probabilité relativement faible. Il faut qu'il y ait une planète qui soit dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire ni trop loin ni trop près. Il y a tout un tas donc c'est une espèce de grande, pas somme, mais de multiplicateurs. Il y a tout un tas de facteurs qui sont tous proches de zéro. Et quand on arrive, on n'en connaît pratiquement aucun d'ailleurs, on peut en mesurer aucun, mais quand on y arrive, on a une probabilité extrêmement faible d'avoir une autre civilisation ailleurs. Mais il avait essayé donc de quantifier en gros la probabilité pour que la vie se soit développée ailleurs. Alors, aller plus vite que la vitesse de la lumière, on ne sait pas faire avec, on va dire, un mobile. Par contre, avoir quelque chose qui, au fond, se retrouve là où on ne l'entendait pas,
Ça, c'est possible, pas tellement dans le cadre de la relativité, dans le cadre plutôt de la microphysique avec la mécanique quantique. De là à déplacer tout un mobile, pour l'instant, on sait éventuellement déplacer un électron, ou le retrouver où on ne l'attendait pas, de manière probabiliste, mais on ne sait pas encore déplacer tout un véhicule spatial à des années-lumière d'ici. La cosmologie n'apporte pour l'instant aucune réponse définitive quant à la forme de l'univers. Cependant, les récentes découvertes d'exoplanètes laissent à penser que vraisemblablement la vie existe ailleurs. L'idée, c'est que si une planète tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, eh bien, par chance, il peut arriver que cette planète passe devant l'étoile. Et à ce moment-là, en passant devant l'étoile, elle va cacher une partie de la lumière de l'étoile et depuis la Terre, on va voir l'éclat de l'étoile qui va diminuer un petit peu pendant quelques heures, le temps que la planète passe devant l'étoile. Et en l'an 2000, donc il y a 7 ans maintenant, on a découvert comme ça la première planète extrasolaire par la technique des transits. C'était autour de l'étoile HD 209 458. Et c'est la première fois qu'on détectait par cette technique une planète autour d'une autre étoile. Avec les expériences qui sont en orbite, les manips spatiales, les satellites en orbite, comme Corot ou dans quelques années Kepler, qui va être lancé par la NASA, ces observatoires spatiaux vont avoir une précision photométrique très grande, c'est-à-dire ils vont être capables de mesurer la variation de brillance de l'étoile devant laquelle passe la planète ou quelque chose d'autre, avec une très très grande précision. Et on peut montrer par le calcul, par des simulations numériques, on peut montrer que si l'objet n'est pas une planète, c'est-à-dire n'est pas un objet sphérique, mais par exemple une forme triangulaire ou rectangulaire qui tourne sur elle-même ou quelque chose comme ça, eh bien la courbe de transit, la diminution d'intensité lumineuse de l'étoile est différente de celle d'un astre sphérique. Ça m'a donné l'idée justement de dire que s'il existe autour d'autres étoiles, sur des planètes, des civilisations technologiquement avancées, plus avancées que nous en l'occurrence, qui seraient capables de construire dans l'espace des structures de la taille d'une planète, hein, comme l'étoile de la mort dans Star Wars, eh bien on pourrait depuis la Terre, enfin disons avec les observatoires spatiaux qui sont en orbite actuellement ou qui vont être en orbite d'ici 2 ou 3 ans, on devrait être capable de les détecter. Donc on a des outils actuellement en orbite qui vont nous permettre de dire si oui ou non ces civilisations extraterrestres intelligentes, technologiquement très avancées, existent ou sont très courantes dans la galaxie ou pas. Oui, alors l'exobiologie, c'est un domaine scientifique multidisciplinaire qui regroupe aussi bien des astronomes que des géologues, que des gens qui s'occupent de planétologie, que des chimistes, que des biologistes, et qui cherchent à répondre à la question: existe-t-il de la vie en dehors de la Terre, sur les planètes autour des autres étoiles? Donc aujourd'hui, on cherche toujours cette vie extraterrestre, on ne l'a pas trouvée. On la cherche dans le système solaire, depuis des années on la cherche sur Mars en particulier. Et un des volets du travail qu'on fait ici à l'Observatoire de Haute-Provence, c'est d'étudier la Terre comme un modèle de planète extrasolaire de type terrestre, justement. Et on sait aujourd'hui que la végétation terrestre laisse dans la signature spectrale de la Terre une signature bien caractéristique de la végétation. On a suggéré avec des collègues parisiens que si un jour sur une exoplanète on voyait cette signature spectrale dans le spectre d'une exotère, eh bien on pourrait suggérer, ou disons mettre sur la place publique, ouvrir le débat de est-ce que cette signature spectrale est la signature d'une végétation extraterrestre qui serait semblable à la nôtre. La présence d'extraterrestres aux confins de l'univers étonnera certains. Pourtant, de nombreux pilotes de ligne vous diront qu'ils sont déjà parmi nous. Le document que vous allez voir est la reconstitution par Nippon TV de ce qui s'est passé à bord d'un Boeing 747 de la Japan Airlines, poursuivi par un ovni au-dessus de l'Alaska le 17 novembre 1986. Selon le capitaine Teraoshi, la poursuite a duré 50 minutes sur le vol Paris-Tokyo. Vers 17h10, le pilote aperçoit soudain une lumière orange. Le fait est confirmé par la tour de contrôle d'Anchorage.
Deux lumières, puis plusieurs, se rapprochent de l'appareil. À l'intérieur, les trois hommes d'équipage ressentent une forte chaleur. 20 minutes après, deux lumières blanches apparaissent, tandis que le radar de bord indique la proximité d'un énorme objet qui se met à suivre l'avion vers la ville de Fairbanks. Grâce aux lumières de la ville, l'équipage médusé voit apparaître un engin 30 à 40 fois plus gros que le 747. La tour de contrôle propose au pilote de faire intervenir un bombardier. Non, répond-il. Vu la proximité de l'OVNI, ce serait trop dangereux. Par contre, un Boeing de United Airlines doit croiser le cap du 747 japonais. Vers 18 h, lorsque celui-ci s'approchera du premier appareil, la sphère immense disparaîtra. De ce vaste champ d'investigation, terre creuse, crop circle, mutilation animale, mythe de Thulé, de l'hyperborée, de Shambhala, univers multidimensionnel, engin du futur, entité vivante, voire divine, on pourrait s'y perdre. Il ne reste pas moins que les hommes les plus influents de la planète ont au cours de leur vie évoqué la présence des ovnis. Mikhail Gorbatchev, le phénomène ovni existe et il faut s'en occuper sérieusement. Vice-amiral Roscoe Hillenkoetter, ancien directeur de la CIA, ces objets inconnus sont sous contrôle intelligent. Werner von Braun, nous nous trouvons face à des puissances qui sont beaucoup plus fortes que ce que nous avions jusqu'ici estimé et dont la base est en ce moment inconnue de nous. Kennedy, Gordon Cooper, Barry Goldwater, le général Nathan Twining étaient ou sont persuadés de leur existence. Voici la dernière déclaration de l'astronaute américain Edgar Mitchell. Le Pentagone a toujours caché la vérité sur les ovnis, et en particulier sur la découverte à Roswell d'un vaisseau et de ses occupants d'origine extraterrestre. Selon Sheldrake, derrière la structure de l'univers et la configuration des formes se cacherait un modèle dynamique plutôt que statique. Le monde serait une entité continue, ce qui en affecte une partie en affecterait une autre. L'univers serait en fait confronté à une interdépendance permanente de ces innombrables dimensions. Le phénomène ovni en serait peut-être la synthèse et le lien. L'ovni de demain aura sans doute un autre visage que celui qu'il nous présente aujourd'hui. Du monolithe initiatique de 2001 à la merveilleuse soucoupe d'Adamski, on aspire toujours à la même transcendance. Lorsque nous serons prêts, lorsque l'homme aura assimilé son message, l'OVNI prendra certainement sa forme définitive. Entre-temps, le voyage ne fait que commencer. Ah oui, la surprise. Mon nom est Walter Haut. Mon nom est Walter Haut. En juillet 1947, j'étais en poste à la base aérienne militaire de Roswell comme officier de relations publiques. Je venais de passer le week-end du 4 juillet à ma résidence privée à environ 10 miles au nord de la base, située au sud de la ville. J'ai appris au milieu de la matinée de mon retour au service, le lundi 7 juillet, que quelqu'un avait fait état de restes d'un engin qui s'était écrasé. J'ai été informé que le major Jesse Marcel, chef du renseignement, avait été envoyé par le commandant de la base, le colonel William Blanchard, pour enquêter.
Avant de quitter la base, le colonel Blanchard m'a emmené personnellement au bâtiment 84, connu sous le nom du hangar P3. En approchant du bâtiment, j'ai observé qu'il était étroitement gardé, aussi bien au dehors qu'à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, j'ai été autorisé à observer pour la première fois les objets récupérés juste au nord de la ville. Cela faisait environ 12 à 15 pieds de longueur et environ 6 pieds de haut, et l'ensemble faisait penser à un œuf. L'éclairage était faible, mais sa surface m'a semblé métallique. J'ai pu voir 2 corps sous une bâche en toile. Seules les têtes dépassaient de la bâche et je ne pouvais rien voir du reste des corps. Les têtes m'ont semblé plus grandes que la normale et la disposition de la bâche suggérait qu'ils avaient la taille d'un enfant de 10 ans. Je suis convaincu que ce que j'ai observé était une sorte de vaisseau avec son équipage venu de l'espace. Je n'ai pas été payé ni reçu quoi que ce soit de valeur pour faire cette déclaration, et c'est la vérité selon mes souvenirs. Mais c'est quand que vous débarquez? La vie. Et si la solution du mystère passait par l'humour de Jacques Bergier? Les ovnis, disait-il, ne sont rien d'autre que des hallucinations collectives provoquées par des extraterrestres. En fait, cette boutade est encore plus sérieuse qu'il n'y paraît. Il est fort possible, en effet, que nos visiteurs nous leurrent en testant tout simplement notre ignorance grâce à des images virtuelles. Jacques Bergier pensait à un univers multiple, un multivers, où réalité et imagination sont interdépendantes. Au fond, il y aurait 2 mondes. Un premier cercle-univers, composé par l'incessant dilatement cosmique, la ronde éternelle des galaxies et de la vie, puis un autre cercle qui engloberait le premier, celui des mythes, du merveilleux et du rêve, ouvert de temps à autre à notre réflexion, et dont les ovnis seraient les messagers. La littérature et notamment le mouvement surréaliste intégrèrent les ovnis à leur imaginaire. Salvador Dali et Jean Cocteau s'enthousiasmèrent lors des grandes vagues sucoupistes des années 50 et 60. Howard Phillips Lovecraft, ce grand génie venu d'ailleurs selon Bergier, imagina dans ses nouvelles la présence sur Terre de dieux effroyables et archaïques. On avait envie à la Maison d'Ailleurs en fait, de rendre un hommage un peu particulier à Howard Phillips Lovecraft pour les 70 ans de sa mort. En fait. Célébrer sa mort, c'est peut-être plus important encore de célébrer sa naissance à Lovecraft. Et plutôt que faire une exposition uniquement sur Lovecraft lui-même, sur sa vie, sur ses écrits, ce qui était un peu difficile aussi,
L'idée c'était plutôt de faire une exposition Lovecraftienne, à savoir qui rend hommage, comme il aurait voulu peut-être, à savoir qui utilise les idées qu'il avait pu avoir et qu'il distribuait généreusement en fait, à ses amis et à ses connaissances, et les distribuer nous plus loin à des illustrateurs et des écrivains. Donc on a pris ce document qui s'appelle le livre de raison, qui est un livre de notes, il y a 220 notes à peu près qu'il a écrites entre 1919 et 1934 et qui décrivent des idées en fait, devant être développées par la suite dans de la fiction courte ou longue. Donc on a donné ces courtes notes et les gens ont pu faire ce qu'ils ont voulu avec ça. Donc il y a une centaine d'illustrateurs, près de 500 images, il y a de la musique, des textes, des films, tout ça dans une atmosphère un peu Lovecraftienne, étrange comme ça. Parfois un peu ironique, parfois un peu décalé, mais parfois assez sombre aussi. Alors, le mythe, la cosmogonie, on va dire, Lovecraftienne, est très importante évidemment pour la Maison d'Ailleurs, puisque contrairement à ce qu'on imagine parfois, Lovecraft c'est pas un écrivain de fantastique véritablement, c'est vraiment un écrivain de science-fiction qui est passionné par les théories de l'évolution, par la théorie de la relativité d'Einstein, qui est un fan d'astronomie, c'est un astronome amateur, si on veut, qui a passé des longues heures à observer le ciel, et qui imagine que le monde autour de nous n'est pas du tout connu, c'est un monde très étrange, et quand on va commencer à le connaître, eh bien on va être horrifié. Et c'est ça, c'est véritablement l'idée que la science va nous révéler des choses non pas forcément positives. C'est un anti-Jules Verne, en tout cas dans l'image qu'on s'en en fait. C'est pas le chantre du progrès, c'est plutôt la crainte du progrès, Lovecraft. C'est plutôt traditionnaliste quelque part dans ses vues politiques également. Et nous, on avait envie de montrer quelque chose qui était plutôt lié justement à la science-fiction pure et dure, en disant voilà ce qu'on peut montrer autour de nous, ce qu'on peut avoir autour de nous, juste au coin de l'œil, sans qu'on puisse vraiment s'en apercevoir. C'est ça l'esprit Lovecraftien, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions juste hors de notre portée, mais si on connaissait en fait les moyens d'y accéder, eh bien, on verrait des choses tout à fait affreuses, qui sont plutôt de l'ordre de l'extraterrestre ou de la créature d'autres dimensions que de dieux anciens. À la Maison d'Ailleurs, évidemment, un rayon ufologique, on est lié un peu par la bande à l'ufologie d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que moi, je vois la science-fiction comme un outil d'exploration du réel, c'est un genre rationnel, hein, et que dans l'ufologie, on est plutôt dans on va dire dans l'irrationnel, mais dans la croyance, hein, que ce soit sans aspect péjoratif du tout. On peut dans cette situation où soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et ben moi j'y crois dans les livres. Je pense que les soucoupes volantes existent dans les films et dans les livres. Et c'est là où moi elles m'intéressent. Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent dans les films ou dans la documentation que nous on peut avoir, quoi. Maintenant, si elles apparaissent ou non dans la réalité, c'est peut-être un autre domaine qui nous concerne moins, mais qui nous intéresse aussi, puisqu'évidemment il y a des connexions tout à fait fréquentes entre ces deux éléments. Il faut savoir déjà que les films d'extraterrestres sont essentiellement hollywoodiens. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, il y a bien des films russes, hein, comme Aelita par exemple, mais c'est vrai que c'est un cinéma qui est essentiellement hollywoodien. Et ce qu'on s'aperçoit, alors c'est aussi la thèse d'un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Valentin, qui a travaillé sur Hollywood, le pouvoir et le Pentagone, hein, et qui montre bien que en fait, ces films-là sont instrumentalisés. Ce sont un petit peu ce qu'on appelle, ce que Valentin en tout cas appelle, des films de sécurité nationale. Alors, il parle peu des films d'extraterrestres, des films d'OVNI dans son étude, mais c'est un petit peu le même processus. En fait, derrière, on retrouve un petit peu le macartisme, la peur de l'ennemi soviétique en l'occurrence, ennemi de l'intérieur, puisque très souvent, on le voit, c'est le cas dans Invaders from Mars, c'est le cas dans beaucoup d'autres, ça va être vraiment le schéma de beaucoup d'autres films jusqu'au très récent avec Nicole Kidman, Invasion, qui reprend le même thème. C'est l'ennemi ressemble à l'humain, il est caché parmi nous, donc c'est d'autant plus inquiétant et c'est d'autant plus difficile de le voir. Hein, c'est un ennemi qui est finalement très proche de l'humain. Oui, elle s'est adoucie avec notamment des films comme Rencontre du troisième type.
En fait, ça commence un petit peu avec les années 70, et là, on est plus dans le discrédit de la politique américaine, de la chose politique aux États-Unis. Hein, ça suit le Vietnam, le Watergate, différentes affaires comme ça, qui ont tendance à faire que l'extraterrestre devient plus, en tout cas, digne de confiance que les politiques eux-mêmes. Alors, on retrouve ça dans Le jour où la Terre s'arrêta, déjà dès les années 50, hein, où l'extraterrestre qui vient nous voir pour des raisons plus ou moins pacifiques, écologiques. Hein, c'est des discours qu'on retrouvait dans la bouche des contactés. Et qu'on retrouve, le cinéma finalement s'en fait l'écho. Avec les années 70, effectivement, même si on retrouvera dans les années 80-90 des grosses artilleries hollywoodiennes avec le thème de l'invasion, mais en tout cas, on a pour la première fois ce renversement de tendance où les extraterrestres sont soit à l'égal de Dieu, comme dans 2001 ou peut-être même dans Solaris par exemple, des sauveurs, des frères cosmiques dotés d'une grande sagesse, ou en tout cas des gens qui vont nous aider, ou qui nous ont peut-être déjà aidés au fil de notre